C'est l'heure de votre émission, le débrief. Très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2021 pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. C'est un pays qui a été bousculé par une crise socio-politique. Une crise politique qui n'a pas empêché l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Élection qui a vu évidemment la victoire du président Embalo Sissoko. Qu'en est-il aujourd'hui de l'état de lieu de la politique dans le pays en Guinée-Bissau? On en parlera en première partie d'émission. La deuxième thématique nous conduira tout droit au Soudan. Qu'en est-il également de l'actualité soudanaise sur le plan politique et économique un an après la chute du président Omar el-Béchir? Et pour décortiquer toutes ces thématiques, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du débrief Abdou Karim Diakhaté. Vous êtes analyste politique, toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Bien sûr, merci Régis. Et en face de vous, Tierno Souleymane Diop-Niang, vous êtes spécialiste en relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Je suis très heureux d'être là et je vous remercie pour votre invitation. Nous allons tout de suite mettre les pieds dans le plat en parlant évidemment de l'actualité en Guinée-Bissau. Alors, notre ami Diakhaté, dites-nous un petit peu comment expliquer que ce pays d'environ 2 millions d'habitants soit toujours aussi instable depuis son indépendance en 1974. Bien sûr, merci Régis. La Guinée-Bissau, vous l'avez dit, effectivement 2 millions d'habitants, mais 28 000 km², pratiquement la même superficie que la Guinée équatoriale, de l'autre côté de l'Afrique centrale. C'est un pays quand même qui a une évolution politique assez tumultueuse, pour ne pas dire mouvementée. C'est un pays donc, qui a eu son indépendance en 1974, après une longue guerre d'indépendance contre l'occupation portugaise. Et véritablement, c'est un pays où les populations, surtout en zone rurale, ont été très tôt donc, confrontées à cette occupation qu'elles ont essayé avec surtout Amilcar Cabral, le père de l'indépendance, à l'époque d'annihiler. Et il est évident qu'à l'époque, c'était pas facile pour des populations rurales de mener une guerre quand même très très dure contre une occupation qui avait fini par avoir quand même d'autres relents, on y reviendra, mais il a fallu effectivement beaucoup d'opiniâtreté, de détermination au peuple bissau-guinéen pour véritablement aller vers un processus qui a abouti à ce qu'on est en train de voir actuellement. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui, évidemment, là vous êtes revenu un petit peu sur l'histoire, la genèse, mais qu'est-ce qui explique concrètement que malgré le fait que plusieurs chefs d'État se soient succédés à la tête de la Guinée-Bissau, le pays est toujours dans une forme d'instabilité sur le plan social et économique, voire politique? Voilà, justement, parce qu'il faut également dire qu'il y a eu une très forte prégnance des forces armées, des forces de sécurité sur l'évolution politique du pays. Jusqu'en 2014, justement, l'ingérence militaire était pratiquement présente à tous les niveaux de la vie politique bissau-guinéenne, ce qui a fait effectivement qu'il y a eu, même s'il y a effectivement la présence du Parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du PAIGC, qui est un peu en fait le ferment de la nation bissau-guinéenne, il y a effectivement une prépondérance donc des militaires dans le jeu politique qui a fait qu'on a très longtemps assisté à des remous au plan politique, des changements de régime successifs. On le verra avec déjà un premier président qui avait quand même duré un certain temps, João Bernardo Vieira, qui a duré jusqu'à l'instauration du multipartisme. Par la suite, il y a eu d'autres chefs d'État qui sont venus et une succession aussi de coups d'État. On reviendra là-dessus. Et en parlant justement de coups d'État, mon cher Tierno, comment aujourd'hui la Guinée-Bissau doit en tout cas mettre en place des stratégies pour se débarrasser de ces vieux-dements, pour essayer d'aller dans un processus de réconciliation sociale? Écoutez, Régis, je vais pas nager très loin du courant de M. Diakhaté. C'est pour dire aujourd'hui que pour moi, la principale problématique qui sévit en Guinée-Bissau et au-delà de la Guinée-Bissau, parce qu'on peut cumuler tout cela en Afrique, c'est un problème d'institution. C'est-à-dire que oui, beaucoup de régimes se sont succédés en Guinée-Bissau, beaucoup de présidents, mais on voit que les problèmes demeurent
le chaos demeure dans ce pays-là. Et donc, c'est un problème d'institution, c'est un problème de gouvernement bien déterminé, bien huilé, qui est là pour transcender les régimes, transcender les hommes, en fait. C'est comme, on le dit souvent, même si on n'a pas envie de le rappeler, mais cette leçon, entre guillemets, que Barack Obama nous a donnée quand il était au Ghana, que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Je pense qu'on est dans ce cas de figure-là, confronté à ça, en fait. En Guinée-Bissau, on a un problème d'institutions fortes qui vont succéder aux principaux régimes et qui vont être là au service de la population busso-guinéenne. En parlant d'hommes forts, évidemment, l'homme fort en ce moment en Guinée-Bissau pour évidemment quelques mandats, c'est le président Umaro Sissoco Embalo qui a pris les rênes, on le rappelle, de la Guinée-Bissau en février 2020. Une accession parasitée, comme je l'ai dit, par une grande crise politique dans le pays. La paix en Guinée-Bissau, mon cher Diaraté, est-elle perceptible aujourd'hui dans le pays? Oui, en fait, on peut le penser. Je pense que le président Umaro Sissoco Embalo est en train d'aller dans ce sens-là. Mais il faudrait aussi revenir un peu sur ce qui a fait de cet homme le nouvel homme fort, comme vous le dites, de la Guinée-Bissau. C'est quand même un transfuge du PAIGC. Quelqu'un qui, par la suite, a créé son propre mouvement, le MODEM, pour donc aller à l'assaut de la citadelle PAIGC et qui a fini finalement par la fissurer. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Attendons de voir, mais sachons déjà que l'homme... Vous pensez que c'est trop tôt aujourd'hui de juger ce serait un peu tôt de le juger, sauf qu'en fait, il faudrait se rappeler que Umaro Sissoco Embalo a été par le passé Premier ministre. Donc à l'époque, après l'accord de Conakry en 2016, il avait été choisi comme Premier ministre, mais ce n'était pas sur une base consensuelle. D'ailleurs, cela a plus ou moins amené les problèmes qu'on connaît actuellement. Bon, ce n'a pas été facile pour certains d'admettre qu'il soit donc nommé Premier ministre parce qu'il y a eu un processus. Par la suite, il y a eu l'accord de Lomé qui est un peu revenu pour rebattre les cartes. Mais il a pu, par véritablement sa détermination, son engagement, parvenir un peu donc à faire en sorte que le PAIGC ne soit plus donc au pouvoir. Et il est en train maintenant d'abattre ses cartes, comment dire. Maintenant, le grand problème avec Umaro Embalo, c'est qu'il est dans un système où véritablement il n'a pas toute la latitude d'évoluer comme il le voudrait. Parce qu'il y a tout un ensemble de processus qu'il faut déjà démanteler. Il y a une série de réformes qu'il est en train de mettre en œuvre. On y reviendra encore. Et justement, voilà, véritablement, je pense qu'il va véritablement essayer de mettre le pied à l'étrier, mais de toute façon, il évolue dans une pente qui me paraît quand même positive. En parlant d'évolution, Tierno, comment jugez-vous, sinon analysez-vous les relations qu'il entretient avec d'autres chefs d'État? Ces relations, évidemment, qui sont, je vais reprendre les propos de nos confrères bissau-guinéens, qui jugent en tout cas d'illogique certaines relations avec d'autres chefs d'État de la sous-région, voire du continent africain de manière générale, parce que pour eux, ces observateurs, ces présidents africains protègent, entre guillemets, le président Sissoko. Je pense que Umaro Sissoco est un président atypique. Pas seulement par le port vestimentaire, mais je pense que par le parcours déjà, au-delà de ces relents de farfelu, c'est un fin politicien. Notre ami Diakhaté l'a dit tout à l'heure, ça a été un ancien Premier ministre, d'abord un militaire, et qui aujourd'hui même montre cette posture de général. On le voit toujours, dans l'habillement, il est toujours resté le général. Il ne cache pas aujourd'hui, par exemple, sa proximité avec le président sénégalais, ce qui du reste est très bien, de manière géostratégique pour le Sénégal, qu'on ait un ami du Sénégal qui soit le président de la Guinée-Bissau, eu égard au rapport stratégique que nous avons avec la Guinée-Bissau, mais tout ce qui s'est passé à travers les années. Aujourd'hui, il pense que, il ne le pense pas, il le dit. Buhari, c'est son ami, c'est son père. C'est ça le genre de relation avec. À telle enseigne qu'on a pensé qu'il y avait un trio Buhari, Macky Sall, Umaro Embalo qui veut contrer Alpha Condé. C'est le président de la Guinée. Et ça, voilà un autre souci entre les deux. D'ailleurs, il a été clair sur cette question. Il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de problème avec le président guinéen. Mais absolument, c'est ce que je disais ce matin avec des amis. Fondamentalement, c'est-à-dire que même si on suppute
on suscite des difficultés ou bien des problèmes entre le président bissau-guinéen et le président de la Guinée, ou entre lui et d'autres problèmes, je pense que les régimes et les hommes passent. Et ces deux pays qui sont des pays voisins ne doivent pas, comment dirais-je, marcher dans une dynamique de conflit. Parce qu'il y a une communauté de bissau-guinéens en Guinée, il y a une communauté de Guinéens à Bissau. Donc je pense qu'ils ont intérêt tous les deux à pacifier leurs relations, à pacifier le rapport pour qu'il n'existe pas de tension. Je pense que Umaro Embalo est un président atypique, comme je le disais tout à l'heure, et c'est pourquoi il assume aussi ses relations. C'est quelqu'un qui a en parlé cash, peut-être c'est comme l'antériorité militaire ou tout simplement, mais il a un style assez particulier, il a un style cash, il dit ce qu'il pense. Il a reproché à Ouattara et à Alpha Condé en troisième mandat qu'il a qualifié de coup d'État. Bon, tout ça, on peut juger que ce n'est pas très diplomatique, mais il n'est pas dans la langue de bois. Peut-être qu'un président doit utiliser la langue de bois, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, pour le moment, il a des relations heurtées avec certains et d'autres très plus amicales. Et par rapport à ça, est-ce que vous pensez que notre ami, le président bissau-guinéen, maîtrise le discours politique ? Oui, mais vous savez, bon, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est quand même un militaire en réserve, mais de toute façon, c'est quelqu'un également qui connaît les arcanes de la diplomatie. Absolument. Il a été Premier ministre, mais il a également des relations un peu partout, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. C'est quelqu'un qui, effectivement, sous les apparats d'hommes un peu particuliers dans le style, n'en garde pas moins la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui sait véritablement où il va. D'ailleurs, il l'a dit à propos de ses relations heurtées avec Alpha Condé. Il disait qu'en fait, le président Alpha Condé n'est pas son ami. Mais qu'en réalité, il n'y a aucun nuage entre les pays. Et en même tout cas, il a insisté qu'il n'y a aucun problème. Maintenant, on ne peut pas le juger sur son style ou autre, mais c'est sur ses actes. Revenons justement sur les actes. Il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Comment mener à bien ces missions si derrière toutes les propositions qu'il a eu à émettre ont été rejetées par l'hémicycle? Oui, mais en fait, il faudrait aussi se dire que les 100 des députés qui sont au niveau de l'Assemblée sont pour la plupart, enfin pour pratiquement les 54 des députés du PAIGC, quand même qui a un ancrage très fort au niveau donc du Parlement. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il est en train un peu de recoller le morceau, parce qu'il y a des députés qui ont quitté le PAIGC justement pour le rejoindre. Exactement. Mais là n'est pas le problème, parce qu'en réalité, ce que Umaro Sissoco Embalo est en train de faire relève un peu de la continuité de ce qui était préconisé déjà par la CEDEAO. Avec, on a parlé de l'accord de Conakry, l'accord de Lomé également en 2018, et également même des recommandations du bureau intégré des Nations Unies en Guinée-Bissau, qui avait effectivement demandé à ce qu'il y ait une réforme des institutions. Et c'est d'ailleurs justement ces recommandations qui ont un petit peu, on va dire, retardé la mise en place d'un Premier ministre. Exactement, parce qu'il faudrait régler le problème entre justement le Premier ministre et le Président de la République, parce qu'ils ont des attributions qui font que très souvent il y a des problèmes, des chevauchements terribles entre les deux fonctions, et il faudrait effectivement qu'il y ait une réforme, une révision en tout cas de la Constitution qui puisse véritablement déterminer les rôles des uns et des autres. En parlant de révision, vous voulez rebondir sur un point bien précis? Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tout à l'heure dans la même dynamique des relations de Mbalo, c'est-à-dire que l'homme est très futé. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé au pouvoir de manière fortuite. Il a eu à tisser sa toile auparavant. Il a des relations avec, Feu Kadhafi. Il travaille dans le cabinet de Kadhafi comme un conseiller spécial. Il dirigeait le fonds d'investissement. Il a été au cœur de beaucoup de tractations qui se sont faites dans le continent. C'est-à-dire que lui-même le disait, parfois il était là, il ne parlait pas, il l'observait. Et ça lui a permis non seulement de contracter beaucoup de relations avec des hommes très forts du continent et des présidents. Et ça a été possible par le truchement de Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui lui a présenté Kadhafi et qui a facilité la connexion de ces deux hommes-là. Et même lui, le dit, Blaise Compaoré lui a été d'un soutien financier avant que Macky Sall, notre président actuel, prenne le relais. Donc l'homme vient de très loin, a tissé des relations
en amont du pouvoir et déjà en ancien Premier ministre en général, tout ça lui a servi pour aujourd'hui devenir le président. Oui, mais est-ce que ce président stratège que vous venez de décrire va en tout cas mettre en place une forme de synergie, un plan politique, voire social, qui va justement permettre d'avoir une forme de stabilité, de paix dans le pays, et ce de manière pérenne? Mais je pense qu'il est attendu sur ce chantier-là, c'est-à-dire le chantier de la stabilité politique de la Guinée-Bissau, parce que, quoi qu'on puisse dire, la Guinée-Bissau est encartée quelque part. C'est un pays, dit-on, comment dirais-je, entre les mailles des narcotrafiquants. C'est vraiment dommage. Et lui, il a eu un discours belliqueux, un discours déterminé. Je vais mettre fin à cela parce que je fais dissocier l'image de la Guinée-Bissau à cette réputation. Il a les moyens pour le faire? Je pense que les moyens, c'est d'abord non seulement de compter sur les ressources internes, c'est-à-dire pacifier l'espace public, l'espace politique, faire en sorte de mettre en place des compromis ou bien des synergies fortes au sein de la Guinée-Bissau. Mais par ailleurs, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Parce qu'aujourd'hui, la question à laquelle il s'attaque est une question transnationale, transversale. La question de la drogue touche beaucoup d'autres pays. Et donc, il a besoin de l'appui de la CEDEAO, de la communauté internationale, de l'ONU et de beaucoup d'autres pays. Je pense que c'est un chantier qu'il sait lui-même très difficile, mais il est attendu sur cela. Parce qu'aujourd'hui, l'absence de décollage de ce pays-là, de la Guinée-Bissau, est fortement due à évidemment cette question liée à la drogue. Et il a tout à fait raison, le président Umaro Sissoko, quand il dit qu'il doit, en tout cas c'est sa mission, dissocier cette image qu'on renvoie à l'international de la Guinée-Bissau. Revenons sur le point de l'Assemblée nationale. Alors, il a également émis le souhait de modifier la Constitution. Est-ce que, au vu de toutes les tentatives, en tout cas émises par le président Umaro Sissoko pour non seulement modifier la Constitution, mais aussi d'aller dans la dissolution de l'Assemblée nationale, l'exécutif, en tout cas, il l'a gagné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une forme de cohabitation de pouvoir en Guinée-Bissau? Oui, mais en fait, je pense qu'il est instruit par le passé récent. On a vu à l'époque les problèmes qu'il y avait entre le président José Mario Vaz et son premier ministre Alexis Gomes. Les problèmes qu'il y a eu à l'époque. Et véritablement, je pense que par rapport donc à tout cela, Umaro Sissoko Embalo a une feuille de route qu'il est en train de dérouler. Et ma foi, je pense qu'il a effectivement les arguments pour effectivement aller à son objectif. Bon, maintenant, il faudrait également considérer le fait que la communauté internationale, surtout à travers la CEDEAO, avait émis effectivement l'idée d'une pacification, on l'a dit, aussi bien de la classe politique que la mise en place, on l'a dit, d'institutions fortes et surtout d'institutions qui soient pérennes, non pas par la qualité des hommes qui vont, disons, y être, mais surtout par un peu le dynamisme qui va un peu accompagner tous ces mouvements-là. Et je pense que de ce point de vue-là, Umaro Sissoko Embalo est en train de travailler à déjà rassurer certains, parce qu'il y a de l'autre côté, au niveau surtout du PIGC, des réticences, pour ne pas dire des oppositions très fermes à ce projet-là. C'est ce qui explique d'ailleurs les problèmes qu'il y a actuellement avec Domingos Simões Pereira, à qui on a délivré un mandat d'arrêt, pour des raisons peut-être extérieures à cette évolution politique, mais toujours pour dire qu'en fait, il est obligé d'aller dans ce sens pour véritablement faire en sorte que les institutions soient revues, sinon remodelées, si on peut le dire, pour aller en phase avec l'évolution politique normale d'un pays. Mais en parlant d'évolution, je veux revenir à vous sur une question bien précise, mon cher. Mais revenons, je veux m'arrêter sur un point, parce que vous avez parlé évidemment d'installer les institutions fortes, notamment Tierno l'a souligné dans son argumentaire. En parlant d'institutions fortes, est-ce que quelque part aussi, au sein même du parti de Umaro Sissoko, on l'a dit, il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, mais pour autant, il est représenté là-bas, il y a eu également des rejets de la part de son propre parti. Absolument. Donc, est-ce que quelque part, cette guerre interne aussi ne cause pas un blocage dans l'évolution même de ce processus de réconciliation? Justement, je pense qu'il a pleinement conscience, effectivement, de ces lourdeurs. Parce que c'est ça, en fait, qui bloque un peu. Là, il est rejeté quelque part aussi par ses hommes. Non, rejeté, je pense que le terme est un peu chargé. Disons qu'il n'est pas compris. Parce qu'en réalité,
c'est un transfuge du PAIGC, on l'a dit. Il est parti avec aussi d'autres éléments qui étaient dans un système. Il faudra quand même un peu de temps pour effectivement aller dans le sens voulu. Maintenant, il a quand même les atouts d'un chef d'État reconnu par la communauté internationale. Il peut donc, de mon point de vue, en tout cas, élu démocratiquement aussi, il faut le souligner. Voilà, même si sa reconnaissance internationale a pris un peu de temps. On a vu que les élections se sont déroulées en décembre. Il a fallu attendre pratiquement le mois de mars pour voir la communauté internationale donc le reconnaître. Bon, c'est vrai qu'il y a eu effectivement des lourdeurs de ce point de vue-là, mais je pense qu'on peut quand même lui décerner un blanc-seing pour lui permettre quand même de dérouler, en tout cas pour permettre surtout à la Guinée-Bissau de sortir en fait de ce carcan où véritablement elle était restée longtemps bloquée. Non, on va revenir sur un point, c'est peut-être une tâche, je veux dire, qui vient aujourd'hui un petit peu salir l'image, c'est une manière de parler du président Umaro Embalo Sissoko. Alors, le président a toujours clamé, en tout cas, la démocratie en Guinée-Bissau, mais comment analyser ce double discours par rapport aux faits? Parce que les faits ne sont pas, ils sont très loin du discours du président. Quand on voit qu'il y a des oppositions, qu'il y a des opposants, qui sont toujours arrêtés, qu'il y a des blogueurs qui sont arrêtés dans le pays, on est très loin de cette démocratie prônée par le président. Je pense, comme le disait tout à l'heure mon cher ami Diakhaté, Umaro Embalo hérite d'une question, d'un pays très compliqué. La Guinée-Bissau est un pays très complexe. D'abord, il y a les tribus politiques, militaires de tous ordres qui sont opposés et chacune de ces tribus poursuit ses propres intérêts. Et le président de la République... Il a été taxé d'être, on va dire, suivi, soutenu par les peuples. Oui, déjà il y a ça, mais je veux dire, un président de la République qui doit s'élever au-dessus de la mêlée, qui doit avoir les coups des franches, mais doit aussi faire des compromis. Ça, il faut vraiment l'accepter. C'est-à-dire que le candidat Umaro Sissoko Embalo n'est pas le président. Aujourd'hui, il a une vision holistique de la situation. C'est un président, il doit faire beaucoup de compromis, il doit faire en sorte d'instaurer un dialogue entre les partis politiques, les membres de la société civile et même ceux qui sont dans les casernes, c'est-à-dire ces anciens collègues militaires. Et on sait qu'aujourd'hui, l'histoire de la Guinée-Bissau est marquée par une cascade de coups d'État, les militaires qui viennent au pouvoir, qui repartent. Toute cette situation-là, aujourd'hui, est, entre les mains de Embalo. Et il est attendu, on disait tout à l'heure qu'il a été élu démocratiquement, d'accord, mais aussi son élection a été, entre guillemets, entachée d'une certaine légitimité populaire. Qui a conduit un contentieux électoral, évidemment. Bon, à un moment, il s'est autoproclamé président. Ça a traîné. Après, il y a une reconnaissance internationale. La justice de son pays l'a habilité, c'est-à-dire juridiquement, légalement comme président. Je pense que aussi il est attendu au tournant. Il a des preuves, en tout cas des évidences à donner qu'il est fait pour ce job. Et par rapport à ces attentes dont notre ami Tierno vient de souligner, faut-il quelque part revoir le système politique ou bien de gouvernance en Guinée-Bissau pour mieux s'adapter aux réalités socioculturelles du pays? Oui, mais forcément, on l'a dit déjà au plan politique, on a vu qu'en fait que c'était un pouvoir exécutif qui était bicéphale, avec donc un premier président qui est élu au suffrage universel et un Premier ministre qui est élu par la majorité parlementaire. Déjà, il y a problème parce que lui, il ne bénéficie pas d'une majorité parlementaire assez forte. On parlait de cohabitation de pouvoir, on n'est pas très loin. Mais bon, déjà, il n'a pas les coups de franche pour dérouler comme il le voudrait. Mais compte tenu de la spécificité, de la particularité même du système politique en Guinée-Bissau, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, disons, pas de facilité, mais on pourrait comprendre qu'on puisse quand même lui donner un peu plus de chance pour véritablement aller vers là où il veut. Mais comment installer des bases de réformes politiques solides aujourd'hui qui, en tout cas, qui vont permettre à la Guinée-Bissau de retrouver, entre guillemets, ses lettres de noblesse? Comment arriver à ce processus? Oui, mais déjà, il y a l'encadrement de la communauté internationale. On l'a dit, il y a l'appui de la CEDEAO qui, depuis très longtemps, suit le processus. Bon, je pense que le processus est arrivé parce qu'en fait, ce que Umaro Embalo est en train de faire a été préconisé il y a de cela 4 ou 5 ans. On en parlait déjà en 2015-2016.
À l'époque, il fallait juste appliquer un certain nombre donc, de mesures qui allaient dans le sens d'une ouverture en fait, démocratique qui puisse permettre à la classe politique de se respecter, aux acteurs politiques d'y aller de manière véritablement, disons, normale, comme pour tous les autres pays. Mais il y a vous êtes d'accord avec lui, la CEDEAO, son rôle aussi important? Non seulement le rôle de la CEDEAO est très important, un rôle prépondérant, je pense. On est dans une dynamique régionale et aujourd'hui, les questions nationales transcendent simplement les États et sont prises en charge par cette organisation-là. Mais je voulais dire, donc aujourd'hui, la CEDEAO peut appuyer Mbalo dans une dynamique de construction politique. C'est-à-dire, quoi faire? Aujourd'hui, Omar Mbalo vient dans un contexte très particulier. Donc, il peut, entre guillemets, dissoudre la constitution plutôt. Mais en tout cas, c'est l'un de ses projets, même si... dissoudre l'Assemblée nationale. Mais cela doit être dans le dessein de reconstruire le pays, ramener la stabilité politique, pas dans des calculs politiciens, en fait. Je pense que si la CEDEAO encadre Omar Mbalo dans cette dynamique-là, d'une certaine manière, c'est acceptable parce que ça ne va pas fausser le jeu démocratique. Mais si ses ambitions sont de conserver le pouvoir ou bien de rester au sein du pouvoir, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une étape ou une époque où la CEDEAO ne va plus rester inerte, elle va agir. Aujourd'hui, elle n'y peut rien en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi un autre souci en fait. On peut y revenir sur la CEDEAO aujourd'hui qui n'a pas les coups des franges ou bien qui n'agit pas comme elle devrait le faire ou bien qui est souvent lente. Mais cette institution est en train comment dirais-je, de progresser. Et on a vu évidemment ce que la CEDEAO a apporté au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est l'heure pour nous, messieurs, de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Le Débrief sur Média TV Afrique. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour aborder la deuxième et dernière partie d'émission. Monsieur, nous allons tout de suite nous intéresser en tout cas à la situation politique au Soudan, un an après la chute du président Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, Tierno, militaire de formation qui arrive à la tête du Soudan le 30 juin 1989. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce général de 45 ans prenne le pouvoir? Alors on l'a dit, il est arrivé par coup d'État, mais est-ce que ce général de 45 ans voulait autre chose que le pouvoir? Est-ce qu'il avait un plan bien précis pour apporter des réponses bien précises aux situations des Soudanais? Mais je pense que l'histoire nous renseigne, ou l'histoire nous enseigne que tous ceux qui font un coup d'État adossent leurs actions à une révolution, c'est-à-dire à des aspirations du peuple, des masses. Ils veulent changer l'ordre politique établi pour amener quelque part une nouvelle situation qui va profiter au monde. Ça, c'est l'histoire. On peut tirer ça de la corbeille de l'histoire quand on observe de très près les coups d'État. Maintenant, entre les souhaits, et les faits, souvent il y a un fossé. Le fossé ici, c'est que Omar el-Béchir est resté 30 ans au pouvoir. Il a tenu d'une main de fer, le pouvoir au Soudan. Et on sait tous les soubresauts qui ont conduit la marche du Soudan aujourd'hui. C'est un pays qui à un moment comment dirais-je, a été mis dans la liste noire. Les États-Unis, on aura l'occasion d'en parler. On va revenir. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, 2 ans après, la clameur populaire a eu raison de Omar el-Béchir qui a été chassé du pouvoir par le pain. Oui, on va dire, oui, c'est assez insolite. C'est assez insolite. Mais 2 ans après, on tarde à voir les véritables changements qui ont amené à ce que le pouvoir de la rue se lève et s'insurge contre ce dictateur-là. En parlant de changement, Tierno l'a dit évidemment en parlant du pain. Il y a eu cette révolution en tout cas de la population soudanaise à cause de l'augmentation du prix du pain, du carburant également, et qui a vu, on va le dire ainsi, la chute d'Omar el-Béchir en avril 2019. Qu'est-ce qui a changé depuis la révolution? Qu'est-ce qui a changé depuis cette Taura, comme ils le disent en arabe, la révolution? Pas grand-chose en réalité, parce que véritablement c'est comme si la montagne avait accouché d'une souris. Le problème c'est qu'en fait le comité donc de transition qui a été mis en place et qui est dirigé actuellement par Abdel Fattah al-Burhan ne peut pas faire
beaucoup mieux que Omar el-Béchir. Parce qu'on a vu aussi que cette transition, on a l'impression qu'elle marche un petit peu avec une seule béquille, au vu de contestations de la population aussi. Bon, vous savez, il y avait une certaine exaspération. On l'a dit, Omar el-Béchir avait quand même fait 30 ans de pouvoir, mais il y a eu également les conséquences de la guerre qu'il y a eu au Darfour. Exactement. Il y a eu également les conséquences donc, de la guerre civile avec le Soudan du Sud. La scission. Et la scission, et justement la baisse des revenus pétroliers, parce qu'on sait que pratiquement l'essentiel donc du pétrole venait du Sud. Bon, mais le problème fondamental est qu'en fait, les populations soudanaises, en fait, les jeunes, pour la plupart, parce que 25% de la population donc ont moins de 25 ans, très jeune, attendaient beaucoup du changement. Et comme pour le Mali, en fait, ce sont des gens qui se sont levés tous les jours pendant un certain temps, depuis le 19 décembre 2018 déjà, pour contester Omar el-Béchir, qui ont finalement fini par plus ou moins aider les militaires à le renverser. Et quand véritablement ils ont attendu des résultats rapidement, rien n'a changé au niveau de leur quotidien. C'est comme si véritablement certains militaires s'étaient déplacés pour quand même laisser la place à d'autres. D'autant plus que parmi ce qu'ils ont dit comme revendication le 19 décembre dernier, il y a une dizaine de jours, ils ont surtout parlé du fait que aussi bien le Premier ministre était à l'étroit dans le gouvernement créé entre civils et militaires, autant les militaires également avaient pratiquement pris l'essentiel de ce qui faisait véritablement marcher les choses. Parce qu'on dit qu'il y a 250 entreprises, tenez-vous bien, du privé qui sont tenues par des militaires. Par conséquent, je pense que de ce point de vue-là, il y a un recul extraordinaire et cela, les populations ne peuvent pas effectivement... Évidemment, les conditions de vie toujours assez difficiles pour les populations soudanaises. On va revenir sur un point que vous avez abordé en parlant évidemment de ce retrait de la liste noire du Soudan par les États-Unis, en l'occurrence Donald Trump, le Soudan qu'on accusait d'avoir financé en tout cas les terroristes. On va peut-être aborder la question plus tard. Comment le Soudan doit-il profiter de cette nouvelle et en quoi c'est important pour le Soudan? Je pense que c'est très important parce que tout à l'heure on disait que ce pays-là est en proie à beaucoup de difficultés économiques et financières. On peut comprendre cette pression sur les jeunes. On peut comprendre que ces jeunes-là sont pressés, ne peuvent pas attendre. Malheureusement, le temps politique n'est pas le temps des êtres humains. Exactement. 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est très important pour un être humain. Mais ça ne l'est pas forcément pour un État qui doit prendre un temps de se construire. À la tête du Soudan, on a eu quelqu'un qui pendant 30 ans a détruit ce pays-là. Et donc c'est pourquoi reconstruire ce pays-là n'est pas facile, surtout que son héritage a été confisqué par ses proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme est parti, il est entre les chaînes de la détention, mais je pense que son héritage est là, plus que jamais. C'est pourquoi c'est une bouée de sauvetage que l'Amérique retire le Soudan de la liste noire. Aujourd'hui, le Soudan revient sur la scène internationale. Aujourd'hui, le Soudan peut profiter des avantages que procure par exemple l'AGOA, qui est la loi votée par les États-Unis, qui peut profiter aux pays africains, qui peut commercer avec l'Amérique, profiter du vaste et intéressant marché américain. Ensuite, aujourd'hui, les États-Unis sont aujourd'hui animés par de meilleurs sentiments avec ce pays-là. C'est un projet de Donald Trump. Vous pensez que Joe Biden va aller dans le même sens? Mais je pense que, bon, écoutez, même si ces deux-là ne s'entendent pas très bien, mais écoutez, les hommes et les régimes passent. Les États continuent à collaborer. Si ça va dans l'intérêt de l'Amérique, je pense que Joe Biden ne va pas changer cela. Parce que Joe Biden est élu président pour les intérêts des Américains. C'est vrai que on ne comprend pas très bien la personnalité de Donald Trump, qui est capable du pire comme il est capable de souffler le chaud, le froid en même temps. Et c'est une stratégie des populistes en fait qui aiment faire cela. Mais je pense que ça peut être une très bonne chose pour le Soudan, même s'il y a des pays, notamment l'Iran et la Palestine aujourd'hui. En parlant de ces pays, en tout cas, pour aller dans cette transition, mon cher Diarraté, alors le président américain Donald Trump a annoncé le 23 octobre 2020 la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan, une nouvelle étape majeure dans une forme de paix au Moyen-Orient? Oui, mais forcément, je pense que bon, il l'a fait après coup, parce que quelque part,
il sait qu'il n'a plus les rênes donc, de l'administration américaine. Mais bon, c'est quelque chose de gagné quand même pour lui. L'histoire retiendra qu'effectivement, Trump a fait ce qui semblait un peu difficile pour d'autres, surtout qu'on attendait que les démocrates le fassent, parce qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions. Mais bon, pour l'exemple du Soudan, il faudrait également le ramener à l'exemple également comme du Maroc avec la reconnaissance donc, du fait que la marocanité du Sahara ne doit pas véritablement poser problème. Et de ce point de vue-là, c'est autant un point diplomatique de gagner, mais c'est également un fait qui me paraît tout à fait, un fait politique qui me paraît tout à fait normal dans la marche du monde. Parce que vous savez, il ne faut pas se focaliser toujours sur le fait qu'il y a une opposition entre Arabes et Israël et autres. Les États sont d'abord mus par des intérêts. Absolument. Il y a cette évidence qui saute aux yeux et il y a également le fait que les Américains ne veulent pas être distancés. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Parce que vous l'avez dit, c'est un rapprochement qui divise, hein, ce rapprochement entre le Soudan et l'Israël. On a l'Égypte qui félicite, mais de l'autre côté, vous l'avez dit, on a l'Iran et la Palestine qui critiquent. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour ces pays de critiquer ce rapprochement? Bon, mais vous savez, en fait, je pense que quelque part, il y a, comme je ne pourrais pas parler de frilosité, mais en réalité, chaque pays doit assumer ses responsabilités devant l'histoire et devant, disons, ses populations. Bon, en fait, je pense que la décision des Américains est également motivée par le fait que, quelque part, dans cette partie de l'Afrique, les États-Unis étaient en train de perdre du terrain. Absolument. Surtout qu'on a vu que la Russie est en train de venir au niveau de la Centrafrique, au niveau également du Soudan, avec la construction de leur base navale à Port-Soudan. Ils sont beaucoup plus par dans conséquent, l'aide il y a tout cela. sécuritaire. Maintenant, par rapport à Israël, Israël ne doit pas être un pestiféré. C'est un État comme tous les autres. Et Israël également a toujours entretenu des relations avec pratiquement la majeure partie des pays africains, sans que tout le monde crie garde. Maintenant, il y a une évolution tout à fait normale de la politique internationale qui fait que les États ne choisissent pas les alliés de circonstance, mais ce sont les intérêts du moment qui conditionnent effectivement certaines... Vous comprenez que ce rapprochement éloigne, divise? Bon, je pense que, comme il l'a dit, hein, les intérêts priment dans les rapports entre les États. Et ça, c'est très compréhensible aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu une situation qui est très déplorable au Soudan. L'Amérique peut aider de manière ponctuelle le Soudan à sortir du gouffre. C'est ça la vérité. Mieux que l'Iran et mieux que la Palestine. Même si, peut-être émotionnellement, ou je veux dire de manière ethnique, tout ce que vous voulez, le Soudan est peut-être proche de la Palestine, etc. Mais aujourd'hui, l'Amérique pèse de tout son poids. Et c'est très important sur la scène internationale d'avoir un allié comme l'Amérique. D'autant plus que pendant toutes ces années, l'embargo qui a pesé sur le Soudan malheureusement n'a pas permis à ce pays d'évoluer. Et autre chose aussi, je pense que c'est très important ce qu'il vient de dire. On est dans une zone de l'Afrique très stratégique, très importante. Et les puissances internationales sont en train de se livrer une bataille de positionnement sans précédent. La Chine, la Russie, tous ces pays-là. L'Amérique ne veut pas se faire distancer. L'Amérique veut être présente dans ce concert-là de puissance et mener les débats comme l'Amérique a l'habitude de le faire, être le premier partout. Et donc, il faut avoir aussi cette lecture-là. Et puis, si ça peut profiter au Soudan, si ça peut lui permettre de restaurer son image sur le plan international, de revenir dans le jeu, mais pourquoi pas? Et comme il l'a dit, je pense qu'Israël reste un pays en État et les États ont le droit d'entretenir des relations entre eux. Alors, on va revenir évidemment sur les avancées dans le pays, même si vous avez dit évidemment que le pays est toujours au point zéro. Alors, il y a le gouvernement et les groupes rebelles ont signé en octobre 2020 des accords qu'on dit les accords de Juba, en tout cas des accords de paix historiques mettant fin à 17 ans de guerre meurtrière dans le pays. Un accord ambitieux, certes, mais n'est-il pas trop ambitieux? Oui, assez ambitieux, il faut le dire. Mais bon, je pense que c'est la réelle politique qui impose en fait ce dénouement heureux, il faut le dire. Vous savez, on l'a dit, hein, le Soudan quand même fait face à une crise économique sans précédent. Déjà, rien que la dette fait pratiquement 200% du produit intérieur brut. Une croissance véritablement à un niveau très très bas.
et une inflation galopante. Ce qui fait qu'en fait, la crise sanitaire n'a pas évidemment facilité les choses aussi. Voilà, sans compter tous les autres problèmes de malnutrition des populations et autres. Maintenant, que cet accord puisse venir en fait un peu calmer les velléités d'affrontement entre le régime et donc les groupes armés, quand même me semble de ce point de vue-là quand même assez utile. Il faut également dire que la sous-région également est sous l'emprise des démons de la guerre. On l'a vu avec l'Éthiopie, avec le Tigré qui n'est pas très loin. Exactement. Il y a une partie du Soudan et effectivement, pratiquement une bonne partie des populations se trouvent être des réfugiés éthiopiens qui sont venus s'installer là-bas. Et on a vu que les manifestations justement du samedi 19 décembre dernier ont été menées surtout dans des petites localités comme Kassala, qui abritent effectivement des réfugiés venus d'Éthiopie, et également des villes comme Madani ou Kassala et autres Berbera. En fait, pour dire que véritablement c'est un accord qui vient peut-être, il faut le dire, à point nommé. Ça va permettre quand même au CMT de respirer un peu, mais cela... d'apporter une forme d'accalmie un petit peu dans le pays. Vous l'avez souligné également. Tierno, pensez-vous que cet accord signé à Juba va réussir à pacifier le Soudan, où les accords de 2006 et de 2011 n'y étaient pas parvenus? En fait, ce qui est intéressant parfois avec les accords, c'est qu'on ne sait pas où ça nous mène. Ça peut accoucher de l'inédit. Hein. On peut voir des accords qui ramènent des parties autour d'une table, et au sortir de ces accords-là, le pays est sur les rails. On oublie ce qui s'est passé en fait. En fait, pas très loin, par exemple, au Mali, il y a eu beaucoup d'accords, etc. Malheureusement, ça n'a pas réussi à pacifier le pays. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on en fait trop d'accords, mais derrière, on a du mal à joindre l'acte à la parole. Je pense qu'il y a un problème d'abord de coordination des accords. Et est-ce que simplement tous les intérêts sont mis sur la table? Parce que quand on parle d'accord, on parle de négociation. Quand les gens viennent avec leurs propres intérêts, ne font pas table rase de leurs aspirations, il y a un souci. Mais si on met en avant l'intérêt du pays, parce qu'aujourd'hui, ce cas de figure, le Soudan est un pays étouffé. C'est-à-dire que non seulement on parlait tout à l'heure du magistère de Béchir, qui a tenu d'une main de fer ce pays est en proie à la corruption, c'est-à-dire que à cause des classes tribales ou dirigeantes, ou en tout cas des clans que Béchir a eu à créer durant son pouvoir, etc. La richesse est détenue par une certaine engeance. Donc tout ça est très très compliqué. Je pense que aller vers la paix, c'est important, parce que la sécurité, c'est la pierre angulaire de la paix. C'est-à-dire sans sécurité, nul projet de développement, nul décollage économique, nulle expansion. Et donc c'est très important aujourd'hui que ces accords-là. Mais quand on parle d'accords en général, je pense que, moi je le dis, même sur la question malienne, il faut que ces accords-là ne soient pas fondamentalement parrainés par une main exogène, parce que sous l'arbre à palabre, en tout cas, ou bien sous le préau de nos émotions, de nos intérêts, nous pouvons discuter. Il faut peut-être quelquefois mettre à contribution d'autres matériaux endogènes pour se comprendre, pour mettre en avant nos intérêts et taire les armes, quoi. Et c'est très important. Il a dit, hein, mon cher Diakhaté, évidemment des concertations, il y en a tellement eu en ce qui concerne évidemment le Soudan. On a rappelé il y a 2006, il y a eu 2011, et là on s'est retrouvé en 2020. Évidemment, même si ça aboutit à une signature d'accord entre le gouvernement et les groupes rebelles. En parlant de cet accord et des groupes rebelles, il y a deux mouvements, des rebelles qui n'ont pas paraphé cet accord. Faut-il s'inquiéter? Absolument, il faut, parce qu'en fait, dans l'histoire même récente du Soudan, même sous Omar el-Béchir, il y a eu tout le temps des groupes qui se sont plus ou moins dissociés de la dynamique d'ensemble, et qui ont par la suite quand même créé beaucoup de problèmes qui véritablement ont quand même accentué un peu tous ces problèmes qu'on rencontre maintenant. Et vous pensez qu'on va revenir à la case départ avec ces mouvements qui ne veulent pas évidemment aller dans ce sens-là? Je pense qu'en réalité, l'essentiel donc des groupes armés ont fait ce qu'il fallait faire. La signature de l'accord à Juba
constitue, en tout cas de ce point de vue-là, un acte fort qui a été, disons, validé, si l'on veut, par la communauté internationale et surtout par le voisin du Sud, le Soudan du Sud. Bon, maintenant, pour les autres mouvements, il faudra agir avec tact et avec quand même beaucoup de diplomatie pour essayer de les faire revenir à la raison. Et d'ailleurs, il y a un processus qui a été lancé par le gouvernement de transition pour essayer de convaincre donc, il y a ces un peu cette mouvements dynamique-là pour un peu les convaincre. Le gouvernement de transition a beaucoup de tâches. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, on revient à ce gouvernement de transition. Pourquoi aujourd'hui ce gouvernement peine à apporter une forme de stabilité, mais surtout des réponses? Parce qu'on se rend compte que ce gouvernement de transition, évidemment qu'il est là, c'est un gouvernement très présent. On voit évidemment le gouvernement, ce chef de gouvernement qui apporte en tout cas, qui sort tout le temps sur la télé pour apporter évidemment une sorte de précision par rapport à des problèmes. Mais pourquoi ce gouvernement peine à essayer d'apporter une vraie accalmie dans le pays? Mais parce que ce gouvernement fait face à d'énormes défis, d'innombrables en fait. Oublions pas tout à l'heure le sujet sur la Guinée-Bissau. On disait que le président Mbalo a hérité d'un pouvoir chaotique, compliqué, d'une situation très complexe. C'est la même chose. 30 ans, c'est pas 2 jours. Pendant 30 ans, on a eu un dictateur qui a enrichi les membres de son clan. Et ces gens-là ont trôné sur ce pays-là. Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui dans une forme de gouvernance, un gouvernement inclusif? Mais je pense que ramener tout le monde? Non seulement l'inclusion, elle est souhaitable. Je pense que tous les pays, comme parties prenantes de la paix au Soudan, en tout cas tous les citoyens de ce pays-là doivent prendre part à la construction nationale. Ça c'est un. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut que le gouvernement rassure. Et pour le moment, le gouvernement ne rassure pas. Malheureusement, en la réelle politique, ce qu'on disait, quand on est au pouvoir, quand on voit de manière assez globale la situation, quand on voit le chaos, quand on sait que les finances sont au rouge, qu'on est étouffé, la situation avec les bailleurs de fonds, en tout cas la communauté internationale est très compliquée. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du retrait du Soudan de la liste noire. Tout ça, ce sont des faits qui n'aident pas le gouvernement. Et derrière, les populations, les citoyens n'arrivent pas à comprendre cela. Les gens ont besoin de pain. Ils veulent leur pain là et maintenant. S'ils n'ont pas de pain, c'est normal que le gouvernement soit le mur de lamentation. Donc il faut une articulation entre la volonté du gouvernement et peut-être la patience populaire. Ça va pas être facile. C'est pourquoi on a des groupes de temps à autre qui exploitent cette misère de la population là pour créer oui, parce que c'est là le gros problème. C'est que ce gouvernement aujourd'hui, si ce gouvernement a du mal à marcher dans le sens d'aller vers l'avant, c'est parce que, comme Thierno l'a souligné, c'est que quelque part, on a des mouvements rebelles, entre guillemets, qui profitent de cette forme d'instabilité pour plonger toujours le pays dans cette instabilité politique. Absolument, absolument. Il y a effectivement, comme un peu partout, des seigneurs de guerre qui véritablement font en sorte qu'ils sont en train un peu de dynamiter un peu le jeu politique. Le Soudan va-t-il gagner cette guerre endogène, mon cher Diarraté? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Je le crois, parce que quand même le Soudan est un grand pays. Vous savez, le Soudan est un très grand pays, adossé à l'Égypte également, à côté également de l'Éthiopie. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé un peu de l'arrivée plus ou moins des Russes, de l'intérêt croissant des États-Unis et d'autres puissances également, la Chine et le Japon également, pour ne parler que de cela. Je ne parle même pas de la Turquie, qui regarde également le jeu avec beaucoup d'intérêt. Parce que de toute façon, déjà, la mise en place, la mise en œuvre donc, du Soudan du Sud a été une première rupture d'équilibre pour un pays quand même qui était le plus grand pays d'Afrique, qui avait la plus grande superficie. Et il y a eu cette évolution malheureuse avec Omar el-Béchir, la crise du Darfour et tout ce qui s'en est suivi, qui a fait qu'effectivement le Soudan n'a plus effectivement la force qu'on lui prêtait avant. Mais c'est quand même grand pays qui a encore des ressources pour pouvoir véritablement sortir de ce jeu malsain. En parlant de ressources, évidemment, c'est un autre point. Oui. On va revenir sur cet accord signé à Juba en octobre 2020. Un accord assorti quand même des revendications des ONG de protection des droits de l'homme comme Amnesty International qui réclament des poursuites judiciaires. Comment garantir ces demandes quand on sait que certains rebelles ont été amnistiés? Oui, mais je veux dire, au-delà des groupes rebelles, même certaines voix s'élèvent pour que Omar el-Béchir soit traduit
au niveau de la justice internationale. On sait que même durant son magistère, quand il voyageait, c'est-à-dire les États partis qui ont signé l'accord de la CPI, on leur demandait d'extrader carrément Omar el-Béchir. Certains pays africains ont refusé carrément en disant que, écoute, la justice, la CPI n'est pas pour les Africains ou les dirigeants africains. Donc, mais je veux dire, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, il y a des crimes qui ont été commis au Soudan. Il faut que les auteurs de ces crimes-là soient traduits devant la justice. Ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas... on ne peut pas passer outre cette situation-là. Je pense qu'il faut véritablement qu'en Afrique, les gens qui commettent des forfaits répondent de leurs actes pendant le pouvoir ou après. Donc Omar el-Béchir ne devra nullement échapper à la justice. C'est salutaire pour le Soudan parce que c'est dit que le pays évidemment va finalement pousser Omar el-Béchir vers les bras de la CPI parce que c'est très dangereux évidemment d'avoir Omar el-Béchir sur son sol. Parce qu'on sait qu'il jouit encore évidemment d'une forme de au-delà de la CPI, je pense qu'il doit être jugé à l'intérieur du Soudan ou en dehors parce que la justice aussi est un raccourci important pour la paix, pour la sécurité et donc pour le développement. Si aujourd'hui beaucoup de crimes se commettent et les gens disent qu'il y a une impunité des crimes, mais ça ramène des rancœurs. Et, je le disais tout à l'heure, cette fébrilité peut profiter à des groupes armés qui savent qu'aujourd'hui il y a une instabilité politique et vont continuer. On le voit un peu partout dans la sous-région, au Burkina Faso, partout. Et ce qui est important aussi, je veux revenir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il parlait de l'intérêt stratégique du Soudan, beaucoup pour la Chine, pour les États-Unis, pour la Russie. Mais je pense que malheureusement, c'est le drame, quoi. C'est-à-dire que chaque fois, on a une certaine paternité qui vient du dehors, qui veut s'implanter dans nos pays africains pour montrer la voie sûre du développement, etc. Je pense que le Soudan a vécu des troubles, a vécu des moments très, très difficiles. Aujourd'hui, ils ne doivent pas commettre l'erreur de contracter un parrainage avec un autre pays. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le gouvernement de transition doit non seulement camper le décor d'un développement inclusif, mais c'est aux Soudanais, à eux-mêmes qu'il revient de tracer leur propre route. C'est important de travailler avec ces pays-là. On est dans une globalisation effective. Aujourd'hui, on ne peut pas juste vivre en ostracisme ou bien créer un développement, une aventure individuelle. Mais je pense, simplement, cela doit s'adosser aux intérêts des Soudanais. Vous avez dit tout à l'heure, le Soudan est un pays extrêmement riche, c'est-à-dire qui peut aujourd'hui, qui a les moyens et les ressources de se reconstruire. Et en parlant de cette reconstruction, mon cher Diarraté, parce que évidemment nous arrivons au terme de cette émission, Tierno l'a dit, la reconstruction du Soudan, ça passe nécessairement par la case justice. Oh oui, il faudrait quand même faire en sorte que, effectivement, les crimes punis soient véritablement jugés et condamnés comme il se doit. Rappelons que Omar el-Béchir avait fait l'objet de 2 condamnations en 2009 et en 2010 pour crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Véritablement, c'est des crimes qu'il ne faudrait pas véritablement laisser tomber comme ça. La population attend des résultats. Justement. Maintenant, ce qui gêne un peu le comité de transition, on peut les comprendre, c'est qu'il y a effectivement dans ce comité-là et toujours des gens actifs qui ont joué un certain rôle à l'époque. Par conséquent, on se rend compte que certaines tribus également voient d'un certain œil l'évolution de cette affaire-là. Omar el-Béchir finalement devient un prisonnier encombrant, comme un peu partout. Mais il faudrait également faire en sorte qu'au niveau de pays africains, que la justice puisse s'exercer au niveau de nos États sans qu'on aille véritablement vers la justice internationale qui sera en fait un peu comme un exemple de nos limites et ce serait véritablement quelque chose de... Et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Abdou Karim Diarraté, analyste politique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En face de vous, Tierno Souleymane Diop-Niang, spécialiste en relations internationales. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Débrief. Merci beaucoup, c'était un plaisir aussi. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, en tout cas, décortiquer d'autres thématiques tout aussi liées au continent. D'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.